Laura, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez essayer de mettre votre son, qu'on vérifie aussi que de votre côté ça fonctionne? J'ai muté tout le monde. Je vais vous mettre co-organisateur aussi. Ça, OK. Bonjour, bonjour Claire, bonjour Esther. Bonjour. Bonjour Laura. Vous allez bien? Oui, et toi? Ça va bien, oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation envoyée hier. Je l'ai pas regardée dans le détail, mais je l'ai bien reçue en tout cas. Super. Super. Tu peux bien sûr. Avec ça. Et PCT ALR. Simplement ALR. Oh, peu importe. T'inquiète pas, Esther. Les micros. Normalement, tout est paramétré pour passer système. Et toi, tu coupes le son. Ok. Mais comme ça, on peut regarder le chat. Tu veux qu'on se mette côte à côte, comme ça je peux regarder le besoin et puis on échange. Je vais juste vérifier ici. J'ai perdu. J'ai. Ça marche direct, incroyable. Puis participants le chat. J'utilise. Non, on voit bien la présentation en plein écran, j'ai l'impression. Super, merci. Ah mince, c'est parce que je t'ai pas mis co-host. Je pense à Désolée, hein, on va régler tous les petits paramètres techniques. On n'est que 11 de toute manière, avec 46 inscrits, donc on va se laisser encore un peu de temps. Attendez.
Donc ça continue à se connecter. On va laisser encore quelques minutes. Bienvenue à tous. Inscrit, mais on va voir. Bonjour à tous. Bon, les connexions se stabilisent, donc je propose que, avec 23 participants, donc je propose que nous commencions pour pas prendre trop de retard. Il y a quand même pas mal de choses à présenter. Donc aujourd'hui, on est là pour vous faire une session de webinaire pour vous présenter l'appel à projet 2024 du partenariat Water for All sur eau et économie circulaire qui a été ouvert le 12 septembre dernier. Je ne peux pas passer les slides. Si. Donc, vous êtes tous muets. Préférentiellement, posez vos questions par le chat. On n'est pas très nombreux, donc si vous avez vraiment une question, on peut vous donner la parole. Donc, levez la main, n'hésitez pas. Et donc, c'est une présentation assurée par l'ANR et le ministère avec le PCN Bio-Environnement du cluster 6. Et Laura Seden, qui représente le PCN. Merci Laura. Et nous allons justement te donner la parole dans un premier temps pour présenter Horizon Europe et les partenariats. Puis Esther, qui est responsable scientifique à l'ANR, présentera le partenariat européen Water for All, les thèmes de l'appel à projet. Et après, plus spécifiquement, je vous présenterai les modalités de cet appel à projet. Et en dernier, on aura une petite session de questions-réponses pour toutes les questions spécifiques que vous pourriez avoir, mais n'hésitez pas si en cours de temps vous avez des questions, on les traitera au fil de l'eau, si possible. À toi, Laura. Merci beaucoup Claire et Esther pour l'organisation de cette session. Et puis, bonjour à tous. Donc, je suis Laura Seden, comme l'a dit Claire, je suis membre de l'équipe du point de contact national Cluster 6, qu'on appelle Bio-Environnement pour aller vite, qui couvre un certain nombre de domaines d'intervention qui sont fixés dans le plan stratégique d'Horizon Europe, qui est la programmation intermédiaire d'Horizon Europe entre le règlement du programme cadre et les programmes de travail. Il y a ce plan stratégique qui est sur 4 ans. Donc là, on vient tout juste de clôturer la planification stratégique 2021-2024 qui avait identifié les priorités politiques de transition verte et numérique. Et donc, parmi ce plan stratégique, au niveau du cluster 6 et des thématiques du cluster 6, il y a vraiment trois dispositifs qui sont parallèles et qui vous permettent, dans lesquels on va avoir des appels à propositions, comme celui qui est présenté aujourd'hui. C'est important de savoir que du coup, ces 3 dispositifs existent parce que il peut y avoir des opportunités de financement qui sont intéressantes pour les acteurs. Voilà. Et donc, le premier, peut-être, c'est vraiment le programme de travail du cluster 6 en tant que tel, qui est toujours sur 2 ans ou qui peut être mis à jour d'une année sur l'autre, en tout cas. Là, on vient d'avoir les derniers appels 2024 qui se sont clôturés.
Et donc, on attend la programmation 2025 pour le printemps 2025. On devrait avoir la publication des appels au printemps prochain. Le deuxième dispositif qu'il faut avoir en tête, ce sont les missions Horizon Europe, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais là aussi, c'est important de savoir qu'elles existent, en particulier sur la thématique de l'eau, puisqu'on a une mission océan et eau. Et le troisième dispositif, c'est le dispositif qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui des partenariats. Peut-être slide suivante. Alors, les partenariats, qu'est-ce que c'est? Ce sont des initiatives qui sont partagées vraiment entre la Commission européenne et les États membres autour de thématiques données pour soutenir des programmes d'activité de recherche et d'innovation. L'idée des partenariats, la plupart sont très fortement thématisés et ils ont pour but de vraiment créer des coopérations, des synergies entre un certain nombre d'acteurs autour de grands défis. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que Water for All s'inscrit. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête, avec une enveloppe financière, du coup, qui est partagée entre les États membres et la Commission européenne, en particulier pour les partenariats cofinancés comme Water for All. Slide suivante. Désolée Laura, on a un petit problème. On n'arrive pas à donner le chat à tout le monde, donc on essaie de résoudre ça en parallèle. Pas de souci, pas de souci. Donc, les partenariats sur Horizon Europe, ils ont été un peu simplifiés. Donc, si vous aviez déjà travaillé sur H2020, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait pas mal d'outils qui existaient en parallèle et il y a un manque de visibilité ou de lisibilité, en tout cas, des dispositifs et de leurs caractéristiques. Et donc là, avec Horizon Europe, depuis 2021, on a vraiment des outils qui sont vraiment plus simplifiés avec vraiment voilà, une approche un peu plus systématique qui est vraiment la même d'un partenariat à l'autre et ça permet vraiment aux acteurs de pouvoir avoir une bonne compréhension, une bonne lecture des opportunités de financement qu'il y a dans le cadre de ces partenariats. Dans les partenariats, il y a 3 types de partenariats qui existent. Les coprogrammés, dans lesquels je ne rentre pas dans le détail parce qu'il n'y en a pas dans le cluster 6. Les cofinancés, où là, on en a 7 au sein du cluster 6. On va voir le détail juste après. Le principe d'un partenariat cofinancé, tout simplement, c'est qu'il est cofinancé par les États membres et par des acteurs, des agences de financement nationales. Donc, c'est le cas de l'ANA, mais ça peut être aussi des financements qui viennent de régions ou voilà, je pense à l'Office pour la biodiversité qui finance Biodiversa Plus. Voilà, il y a plusieurs acteurs qui peuvent être financeurs, mais en France, en tout cas, l'acteur principal, c'est vraiment l'Agence nationale de la recherche. Et enfin, on a les partenariats institutionnalisés. Et donc, c'est là qu'on va retrouver, en particulier pour le cluster 6, le partenariat CBE-JU, qui porte sur la bioéconomie. Voilà, donc sur la slide suivante, on voit le détail des partenariats, des 8 partenariats qui concernent les thématiques du cluster 6, donc autour de l'environnement, des ressources, de l'agriculture, évidemment de l'eau qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, slide suivante. Okay. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc vous voyez ces 8 partenariats dans le détail. J'ai ajouté un certain nombre de liens pour que vous puissiez vous renseigner sur ces partenariats. La plupart sont lancés actuellement. Ça met un petit peu de temps de lancer un partenariat. Ça demande pas mal d'organisation. Donc, puisque les partenariats doivent être d'abord financés par la Commission européenne et ensuite avoir la structure et l'organisation qui permettent de lancer eux-mêmes leurs propres appels. Donc, ça met toujours un petit peu de temps à être mis en place. Mais là, la plupart sont lancés. Les premiers qui ont été lancés sont vraiment les 3 premiers qu'on voit sur la slide. Donc, Biodiversa Plus, qui est sur, comme son nom l'indique, la biodiversité, les services écosystémiques principalement. CBE-JU, que j'ai mentionné, voilà, sur une Europe biosourcée et circulaire, qui est vraiment un partenariat institutionnalisé qui va vraiment être davantage
orienté sur la participation des acteurs du privé, même si c'est absolument pas exclusif. Et puis, bien sûr, Water for All, que vous allez connaître par cœur d'ici la fin de ce webinaire. Donc, avec il y a déjà eu 2 appels sur Water for All, et là, on est déjà sur le 3e. Et la thématique du 4e a été annoncée, mais je ne rentre pas plus dans le détail. Je sais que Claire et Esther font ça mieux que moi. On a ensuite un partenariat qu'on appelle SBEP, pour Sustainable Blue Economy Partnership, qui est vraiment un partenariat, du coup, comme son nom l'indique, centré sur l'économie bleue. Donc là aussi, si vous êtes un peu entre le marin et l'eau, ça peut être vraiment intéressant de regarder ce partenariat et ce qu'il propose. Et puis après, on a des partenariats qui sont vraiment centrés sur l'agriculture, l'agroécologie, voilà, sur la transition des systèmes agricoles qui est lancée depuis quelques temps maintenant. Un partenariat sur la santé animale et les maladies infectieuses dans le cadre de la santé animale. Et puis le partenariat Future Foods sur les systèmes alimentaires qui vient tout juste d'être lancé. Et donc, on attend un appel voilà, très prochainement. Donc, n'hésitez pas à regarder. Le 8e partenariat qui n'est pas encore formellement lancé, c'est le partenariat Données pour l'agriculture qui devrait être lancé dans les prochaines années. Je mentionne aussi un partenariat qui est bien connu en général des acteurs, qui est Prima, qui est un partenariat qui est lancé depuis un certain temps et qui date notamment de Horizon 2020 et qui est toujours actif, qui lance toujours des appels. C'est un partenariat qui serait vraiment sur la zone de la Méditerranée avec des thématiques autour de l'agriculture et aussi des questions de ressources en eau. Donc, si vous avez des travaux en partenariat avec des collègues qui viennent du pourtour méditerranéen, ça peut être vraiment intéressant de regarder Prima parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en lien avec les questions de l'eau. Slide suivante. Voilà, donc la thématique de l'eau dans le cluster 6, merci beaucoup. Je vous ai indiqué un tout petit peu les destinations du cluster 6, qui sont un peu les grands chapitres du programme de travail que vous connaissez en général. Le prochain programme de travail 2025 sera publié en avril, c'est ce que je disais un peu en introduction. Ces grands chapitres ne bougent pas sur le prochain programme de travail, donc ça, ce sera intéressant. Vous pourrez retrouver un peu les thématiques auxquelles vous avez été habitués sur les précédentes programmations. Et si la thématique de l'eau vous intéresse, il y a plusieurs destinations dans lesquelles vous pouvez retrouver des appels qui sont intéressants, que j'ai fléchés ici. Donc, c'est le cas en particulier pour la destination 1 sur la biodiversité et les services écosystémiques, la destination 4 sur l'environnement propre et zéro pollution, la destination 5 sur terre, océan et eau pour le climat, la destination 6 sur les communautés et la destination 7 sur gouvernance innovante, solutions digitales. Et puis, il y a tout un volet aussi sur les observations environnementales dans lequel on peut retrouver des appels sur l'eau. Et puis, si vous regardez du coup la partie droite de la slide, vous voyez donc un tout petit peu le détail de la mission Eau et Océan, qui est vraiment un nouveau dispositif d'Horizon Europe, dans lequel on retrouve vraiment des actions très ciblées sur mettre données autour des océans, mais aussi autour des systèmes aquatiques et avec vraiment des bassins d'eau continentale qui peuvent être financés dans le cadre de cette mission. Alors, il y a 3 grands objectifs à la mission. Il y a un objectif de protection et de restauration des écosystèmes marins et d'eau douce, un objectif de prévention et d'élimination des pollutions, et enfin un objectif autour de l'économie bleue, faire en sorte qu'on ait une économie bleue qui soit plus durable et neutre en carbone et circulaire. Et donc, on va retrouver un certain nombre de bassins d'études qui peuvent aussi avoir d'autres... il y a voilà, notamment sur l'eau, il y a le bassin du Danube qui est vraiment central dans la mission Eau et Océan, mais ce n'est pas exclusif. Il y a vraiment d'autres sites que le Danube qui peuvent être concernés par la mission Eau et Océan. Donc, ça peut être vraiment intéressant de vous y plonger aussi. En termes de programmation
On a le programme de travail 2025 de la mission des missions qui devrait sortir pareil en début d'année 2025. Donc, restez connectés au PCN Bio-Environnement pour avoir les dernières infos à jour. Voilà, prochaine slide. Je pense que je vous ai simplement mis quelques ressources utiles autour d'Horizon Europe, du cluster 6 et puis des points de contact nationaux. Donc, vous savez que vous avez tout un dispositif qui est vraiment à votre disposition pour poser toutes vos questions sur Horizon Europe. Voilà, donc j'ai mentionné aussi le PCN juridique et financier. La notion de relais aussi, on a des relais, des points de contact nationaux. Si vous êtes si vous-même vous relayez l'information au sein de vos structures, n'hésitez pas à devenir relais. Voilà, et ensuite, je peux passer sur la dernière slide qui est simplement la présentation de l'équipe du point de contact national bio-environnement, qui est actuellement composée de 4 personnes. Donc, j'ai vu que Simon Nardin était connecté, mais on a aussi Fatia Faure, Vincent Massot et moi-même. Et nous cherchons un coordinateur, une coordinatrice. Donc, je profite pour faire de la pub. si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Voilà. Merci beaucoup, Claire et Esther, en tout cas, pour l'invitation. Et je vous redonne la main. Voilà. Merci beaucoup, Laura, pour cette présentation du paysage européen. Je ne vois pas qu'il y ait de questions de main levée, donc on va passer à la suite avec la présentation plus spécifiquement donc, du partenariat Water for All. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous donner une présentation sur les partenariats Water for All, même si Laura elle a déjà donné pas mal d'informations. Mais je souhaite vous donner des informations plus spécifiques sur les activités que nous menons au sein du partenariat Water for All. Donc, comme Laura elle a bien dit, Water for All, c'est un des partenariats qui a été mis en œuvre par les clusters 6 du programme Horizon Europe. Donc, c'est en fait un programme de recherche cofinancé par l'Union européenne et qui est axé sur la recherche scientifique sur l'eau douce. Son objectif principal est de permettre la sécurité de l'eau à grande échelle et sur le long terme. Et il vise aussi à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies et également à stimuler la compétitivité et la croissance de l'Union européenne. Comme vous pouvez voir dans la diapositive, aujourd'hui, les partenariats regroupent 90 partenaires et un peu plus d'un tiers de ces partenaires appartiennent à des agences de financement de la recherche, comme l'ANR ou des ministères de la recherche, qui viennent financer les différentes activités, cofinancer les différentes activités. Les consortiums est aussi complété par des réseaux, des associations, des autorités locales et aussi des organismes de recherche. Aujourd'hui, tous ces partenaires viennent de différents pays, 33 pays différents, y compris 10 pays hors l'Union européenne. Et le programme est fortement ouvert à l'international et c'est pour cette raison que nous avons des actions spécifiques qui ont pour objectif d'intégrer des partenaires hors l'Europe. Et pour vous donner quelques exemples, dans les consortiums aujourd'hui, nous retrouvons des agences de financement de la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Brésil. Le programme Water for All a une durée de 7 ans. Nous avons initié nos activités en juin 2022 et la fin du programme aura lieu en 2029, sachant que certaines activités pourront continuer jusqu'à 2032. Et nous avons un budget estimé d'un peu plus de 400 millions d'euros. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Donc, pour atteindre les grands objectifs de Water for All, d'assurer la disponibilité et la sécurité de l'eau pour tous sur le long terme, Water for All adopte une approche holistique qui se traduit par une série d'objectifs et des résultats spécifiques. Le premier, c'est le renforcement de la collaboration ainsi que la coordination des activités de la communauté de recherche sur l'eau pour justement favoriser le développement des connaissances et la création des solutions.
Un deuxième objectif, c'est de favoriser le renforcement des capacités des décideurs politiques de l'eau et aussi des parties prenantes. Le troisième objectif, c'est de soutenir la démonstration et l'accès au marché pour des solutions innovantes en matière de l'eau. Et finalement, le quatrième objectif, c'est d'informer, produire et partager des connaissances et des données liées à l'eau avec et pour les citoyens pour une gestion intégrée et participative de l'eau. Donc justement, pour atteindre ces objectifs, le partenariat Water for All a été structuré en 5 piliers d'action ou work packages. Donc, nous avons un pilier A que vous pouvez voir à gauche de la diapositive, qui a pour objectif de définir l'orientation stratégique du programme et qui est responsable ainsi de la préparation, le développement et aussi la mise à jour de l'agenda stratégique, c'est-à-dire les documents qui définissent les orientations stratégiques du programme. Nous avons un pilier B qui est responsable du développement des activités de recherche et d'innovation. Autrement dit, c'est les piliers responsables de la gestion des appels à projets. Le pilier C qui s'occupe de la question de l'interface science et politique, qui met en œuvre des actions visant à améliorer les échanges et les transferts des connaissances scientifiques vers les personnes responsables de la prise de décision et aussi avec les autres parties prenantes. Une des nouveautés du programme Water for All par rapport à des programmes précédents, c'est l'accent très fort sur la démonstration. Donc, c'est pour cette raison que nous avons implémenté un pilier D qui est justement sur la démonstration par les Libre Labs. Et finalement, nous avons un pilier E qui s'occupe de favoriser la coopération internationale. On a mis au centre de la diapositive une figure qui montre qu'en fait, les activités de Water for All ne se restreignent pas à un domaine particulier. Donc, on va aborder des questions, des défis existants et émergents dans les écosystèmes naturels, mais aussi dans les villes, dans les secteurs industriels, les secteurs, la filière de l'alimentation, la santé, etc. Donc, c'est pour ça que nous avons une approche holistique et toujours, on va essayer de favoriser la coopération avec les parties prenantes. On peut passer à la diapositive suivante. Ici, c'est juste une diapositive qui montre quelques éléments sur l'agenda stratégique. Donc, nous avons une agenda stratégique qui a été développée et qui est disponible depuis 2 ans. Vous pouvez trouver plus d'informations sur l'agenda stratégique sur les sites de Water for All. Et notre agenda était structuré autour de 7 thématiques principales des recherches. Donc, la première thématique, c'est l'eau pour l'économie circulaire. Une deuxième thématique, eau pour les écosystèmes et la biodiversité. Une troisième thématique sur la gestion durable de la ressource. Quatrième thématique sur l'eau et la santé. Cinquième sur les infrastructures pour l'eau en réponse au changement climatique. Et ensuite, nous avons identifié dans l'agenda stratégique des thématiques transversales qui sont la coopération internationale et la gouvernance. Et ce sont deux thématiques qui vont en fait apparaître et qui vont un peu qui vont apparaître dans tous les documents, dans toute la description des différents topics. Donc, ce sont des sujets qu'il faudrait aborder idéalement dans toutes les activités de Water for All. Pour votre information, nous sommes maintenant en train de mettre à jour les documents de l'agenda stratégique parce que, comme je vous ai dit, les documents sont disponibles depuis septembre 2022. Donc maintenant, on fait toute une activité de mise à jour et nous espérons pouvoir finaliser une nouvelle version de l'agenda stratégique pour la fin de 2025. Donc, je vous invite vraiment à lire l'agenda stratégique de Water for All parce que ça vous donnera pas mal d'éléments de contexte pour la préparation des propositions, mais aussi pour comprendre les autres activités de Water for All. On peut passer à la diapo suivante. Ici, on vous montre les différents appels à projets. Donc, notre objectif, c'est de lancer un appel à projet
à des recherches et d'innovation tous les ans. Donc, normalement, les appels sortiront toujours au mois de septembre. Donc, cette année, notre appel, c'est sur l'économie circulaire, qui correspond à la thématique 1 de l'agenda stratégique de Water for All. Et pour votre information, c'est le 3e appel. Donc, le premier appel a été lancé en 2022 sur la thématique de la gestion des ressources, résilience, adaptation et atténuation face à des événements hydroclimatiques extrêmes. Pour cet appel, on avait un budget de 27 millions d'euros et on a réussi à financer 27 projets avec un projet en coordination française. L'année dernière, nous avons lancé un appel sur la thématique services écosystémiques qui fait partie d'un des topics identifiés dans le thème numéro 2 de l'agenda stratégique. Et pour cet appel, on avait un budget de 34 millions d'euros. Donc bientôt, on va pouvoir donner des informations sur les projets sélectionnés. Et l'année prochaine, en 2025, nous aurons un budget assez conséquent pour financer des projets dans les domaines de l'eau et la santé. On n'a pas encore d'informations sur les sujets qui feront l'objet des appels en 2026 et 2027. C'est une activité qui sera décidée plus tard de l'année ou en 2025. Et à droite de la diapositive, juste pour votre information, on a mis quelques exemples des activités de Water for All. Donc, en fait, comme je vous ai dit, l'objectif, c'est vraiment de financer des activités de recherche et d'innovation par les appels à projets, mais on mène à bien aussi tout un ensemble d'activités qui vont venir en appui et qui nous semblent vraiment stratégiques pour pouvoir stimuler la compétitivité de l'Europe, améliorer l'adoption des solutions innovantes et aussi de faciliter la coopération internationale. Donc, comme vous voyez, nous mettons l'accent sur les Living Labs, sur la démonstration, mais aussi sur l'open data, l'open science. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux activités de Water for All? Je ne vois pas des commentaires. De toute façon, vous aurez les diapositives, la présentation sur les sites de l'ANR. Et sur le site du PCN aussi. Donc, voilà. Les diapos et l'enregistrement d'aujourd'hui. Et de toute façon, vraiment, je vous invite à visiter les sites de Water for All. C'est toujours en construction, mais il y a déjà pas mal d'informations sur nos activités. Donc maintenant, on va passer à la partie suivante de la journée d'information. On va vous donner des informations précises sur l'appel à projet. Ces informations sont aussi disponibles en anglais sur le site de Water for All et nous avons essayé de faire une traduction fidèle au texte en anglais. Donc ici, on vous montre les objectifs généraux de l'appel 2024. Comme vous savez bien, c'est sur l'eau pour l'économie circulaire. Donc, encore une fois, vous avez des éléments de contexte sur cette thématique générale dans l'agenda stratégique de Water for All. Donc, les 3 objectifs généraux de cet appel sont les suivants. Les premières, c'est d'identifier, de promouvoir, d'implémenter des nouvelles solutions pour développer de nouvelles matières premières et chaînes de valeur circulaires. Et favoriser, bien évidemment, l'augmentation, l'efficacité des ressources en eau, améliorer l'allocation de l'eau et optimiser son utilisation. Le deuxième objectif, c'est de contribuer à la résolution des conflits qui existent suite au manque de la ressource et favoriser une répartition équitable, ainsi que l'optimisation, encore une fois, des ressources disponibles. Et le troisième objectif général, c'est d'enlever les obstacles existants et qui sont liés aujourd'hui à l'adoption des solutions qui sont proposées par le monde de la recherche. Donc, on essaye vraiment d'identifier des stratégies, des méthodes pour favoriser le déploiement des résultats et des solutions innovantes.
ainsi qu'améliorer l'impact de l'économie circulaire sur les environnements des eaux intérieures et côtières. Donc, c'est important de se référer à ces objectifs généraux dans la préparation de vos propositions. Donc, essayez vraiment de justifier dans quelle mesure les différentes propositions vont répondre à ces objectifs généraux de label. Donc, par rapport aux thématiques, nous avons identifié 4 thématiques de recherche qui sont listées ici. Et dans les propositions, il faudra traiter au moins une de ces 4 thématiques. Après, comme vous verrez, chaque thématique est divisée en sous-thématiques qu'on va aussi détailler plus tard. Donc, la première thématique, c'est l'amélioration de la réutilisation de l'eau dans les milieux industriels. La deuxième thématique, c'est la réutilisation de l'eau, mais cette fois-ci dans les milieux urbains. La troisième thématique, c'est la récupération et la valorisation des ressources des produits issus du traitement des eaux usées. Et la quatrième thématique, c'est la thématique où on aborde plutôt les questions liées à sciences sociales, humanité, parce qu'on va cibler plutôt des propositions qui abordent les implications économiques, environnementales et sociales de la réutilisation de l'eau et des produits issus du traitement des eaux usées. Donc, on va donner maintenant des détails sur les sous-thématiques pour chacune de ces thématiques. Par rapport au thème amélioration de la réutilisation de l'eau dans les industries, on a identifié 3 sous-thèmes. Les premiers sous-thèmes, c'est introduire des paradigmes et des méthodologies innovantes pour favoriser la transition des secteurs industriels vers des modèles d'économie circulaire et aussi pouvoir découpler la production de la demande en eau. On a mis aussi que les propositions répondant à ces sous-thèmes peuvent inclure des stratégies visant à atteindre les zéro rejet liquide et aussi à la récupération des ressources. Le deuxième sous-thème est probablement un sous-thème moins théorique que les premières. C'est vraiment plus pratique parce que là, on va demander des projets qui peuvent développer des procédés et des approches innovantes pour aborder la minimisation de la consommation d'eau, favoriser le traitement des eaux usées pour la réutilisation et aussi l'utilisation durable. C'est important ici d'engager les parties prenantes et impliquer les acteurs industriels et de faire un lien, si possible, avec les projets urbains. Et finalement, le troisième sous-thème, c'est le développement des méthodes de surveillance innovantes pour le contrôle des procédés et ainsi développer des concepts opérationnels et des mesures pour une gestion efficace du cycle de l'eau. Comme il va falloir développer des méthodes de surveillance innovantes, il faut vraiment respecter la réglementation existante et faire également une évaluation économique et une évaluation des risques de ces méthodes innovantes. Ça, c'est par rapport au premier thème dans les milieux industriels. Le thème numéro 2, c'est la réutilisation de l'eau, mais cette fois-ci dans les milieux urbains. Et dans ces thèmes, on a identifié aussi 3 sous-thèmes. Le premier, c'est l'amélioration de la gestion du cycle de l'eau dans les environnements urbains pour augmenter l'efficacité, la circularité et réduire la dépendance des systèmes plus conventionnels. Le deuxième sous-thème, c'est l'intégration des systèmes de traitement avec des solutions fondées sur la nature. Donc ici, l'objectif du sous-thème, c'est vraiment de faciliter un couplage des technologies grises, donc des systèmes de traitement décentralisés et centralisés, avec des systèmes, des technologies plus vertes, des solutions fondées sur la nature. Et finalement, le troisième sous-thème, c'est le développement des nouvelles méthodologies de surveillance et de contrôle. Donc également ici, il va falloir faire attention à l'évaluation des risques. Donc c'est très similaire
au sous-thème numéro 3 du thème intérieur dans les milieux industriels. Donc, c'est vraiment très similaire. Donc, n'oubliez pas de faire une analyse des risques. On peut passer avec ça aux thématiques, au thème numéro 3. Ici, on ne parle plus vraiment de la réutilisation, mais plutôt de la récupération et la valorisation des ressources. Donc, encore une fois, nous avons 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème, c'est de développer des approches pour la récupération des ressources à partir des eaux usées, des boues, des saumures et des sédiments des réservoirs. On a mis quelques exemples. Donc, les propositions peuvent cibler les nutriments, les métaux, les matières premières, les produits de grande valeur et l'énergie. Et ici, je souhaite vous donner quelques informations, ou plutôt de faire une petite clarification. Donc, en fait, quand on parle des nutriments et la récupération des nutriments, vous pouvez aborder la question de récupération des nutriments du milieu agricole. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais clarifier parce que, comme je vais mentionner plus tard, les propositions qui abordent la réutilisation de l'eau dans les milieux agricoles, donc par exemple la réutilisation de l'eau pour l'irrigation, ça par contre, ce n'est pas une thématique qui rentre dans le scope de cet appel. Mais je rappellerai ça encore une fois plus tard, au cas où ce n'est pas clair. Le deuxième sous-thème de cette thématique, c'est d'explorer les synergies entre la récupération des ressources et la réutilisation de l'eau, à la fois dans le contexte industriel et urbain. Et le troisième sous-thème, c'est la évaluation de la applicabilité des matériaux récupérés pour diverses utilisations. Et pour cela, bien évidemment, il faut prendre en compte la réglementation actuelle, les modèles commerciaux aussi, pour étudier l'adoption possible sur les marchés et l'analyse du cycle de vie. Et on finit avec la description de la thématique numéro 4. Il y a énormément de textes, donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, tout sera disponible sur le site de l'ANR. Donc, la thématique numéro 4, c'est sur les implications économiques, environnementales et sociales de la réutilisation de l'eau et des produits issus du traitement des eaux usées. Donc, encore une fois, c'est une thématique qui aborde plutôt les questions sciences sociales et humanité. Nous avons identifié ici 4 sous-thèmes. Les premiers, c'est pour mener des évaluations complètes sur les implications des programmes de circularité sur les environnements aquatiques. Donc, cela peut impliquer le développement des nouveaux indicateurs standardisés de circularité. Il faudra respecter les réglementations et aussi proposer des approches de surveillance et de modélisation ainsi que les interventions potentielles. Le deuxième sous-thème, c'est d'identifier et évaluer les aspects économiques et sociaux qu'influencent la sensibilisation des parties prenantes, la confiance et l'acceptation du marché, l'acceptation sociale, les opportunités, les moteurs, les obstacles, etc., qui existent pour l'adoption des solutions visant à la réutilisation de l'eau et à la récupération des ressources. Et le troisième sous-thème, c'est de proposer de développer des stratégies de gestion, des options politiques, des mécanismes de pilotage et des systèmes de gouvernance, toujours avec cet objectif de faciliter l'intégration des méthodologies de circularité dans les systèmes de gestion de l'eau. Donc, diapositive suivante. Donc, je reviens à la question des scopes de l'appel. Donc, je vous invite, comme je vous ai dit plusieurs fois, donc je souhaite insister sur le fait que c'est important de lire l'agenda stratégique pour comprendre un peu plus les éléments de contexte de cet appel. Vous verrez que dans la description de la thématique 1 de Water for All, dans l'agenda stratégique, on a beaucoup de topics. Pour cet appel de 2024, on ne va pas aborder tous les topics qui sont listés dans l'agenda stratégique. Uniquement les thèmes et les sous-thèmes que je viens de lister. Et par rapport à ça, on souhaite mettre l'accent sur le fait que on ne peut pas financer
des projets qui vont aborder la question de l'utilisation de l'eau pour la production hydroélectrique, les refroidissements dans les centrales électriques et l'industrie. Et la utilisation de l'eau dans l'agriculture n'est pas éligible non plus. Donc, encore une fois, la récupération des nutriments, oui, ça c'est un sujet qui est éligible, mais pas la réutilisation de l'eau dans les domaines agricoles. De la même façon, les aspects qui sont liés à la épidémiologie et au devenir des contaminants en aval ne sont pas éligibles. On a parlé plusieurs fois sur les besoins d'aborder l'évaluation des risques, mais pas la épidémiologie et les contaminants. Ça ne rentre pas dans les scopes de cet appel. Et avec ça, on peut passer à la diapositive suivante. On a mis sur le site de Water for All aussi des informations sur l'appel de DUT. Donc, DUT, c'est un autre partenariat qui était aussi dans la présentation de Laura. Donc, ce partenariat DUT a lancé aussi un autre appel qui est fortement lié à l'économie circulaire dans les domaines urbains. Donc, on vous rappelle que on ne peut pas financer, on ne peut pas donner de double financement pour la même proposition. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous exploriez si votre proposition rentre mieux dans les scopes de Water for All ou dans les scopes de l'appel DUT. Mais on ne pourra pas donner de double financement pour la même proposition. Donc, on vous a mis comme conseil que pour les appels qui abordent la question de la circularité de l'eau, c'est probablement mieux de répondre à l'appel de Water for All. Mais par contre, si votre appel cible plutôt la question de la planification urbaine, il faut mieux se diriger à l'appel des DUT. Et avec ça, je pense qu'on a conclu la description des thématiques de l'appel. Mon DUT, c'est Driven Urban Transition. Tout le scope très urbain. Elisabeth, je vais pas finir. Il nous restait, oui, une diapositive sur les impacts attendus. Donc, encore une fois, c'est aussi important de se référer à ces impacts et aux objectifs de l'appel généraux qu'on vous a montré tout au début de ma partie de la présentation. Donc, il faut aborder clairement les thèmes de l'appel, il faut répondre aux objectifs. Encore une fois, dans la proposition, il faut aborder une thématique et au moins, il me semble que c'est une sous-thématique. Donc, il n'y a pas besoin de répondre à tous les sous-thèmes de la même thématique. Donc, vous pouvez parfaitement monter une proposition autour d'un sous-thème d'une thématique et un autre sous-thème d'une thématique différente. Au niveau de l'excellence, il faut montrer que vous proposez des nouvelles connaissances, de nouveaux outils, des méthodologies, des approches innovantes en matière de gouvernance et de gestion. Il faut montrer aussi que vous facilitez les transferts des connaissances et que vous contribuez vraiment à l'adoption des nouvelles mesures, parce que ça, c'est vraiment un objectif clair de Water for All pour pouvoir stimuler la compétitivité de l'Europe. Il faut également favoriser des approches multi- et pluridisciplinaires. Il faut éviter la duplication ou les variations mineures des projets et des actions précédentes. Donc, s'il y a eu déjà des projets sur les aspects que vous présentez dans votre proposition, il faut vraiment montrer la valeur ajoutée. Il ne faut pas répéter des actions qui ont été déjà financées dans des cadres précédents. Et finalement, pour la partie impact, on vous conseille fortement de décrire comment votre projet identifie et implique les parties prenantes. C'est un sujet qui a été répété plusieurs fois au sein du partenariat. Donc, on souhaite vraiment financer des projets qui impliquent les parties prenantes. Et bien évidemment, répondre à des défis, à des challenges existants. Donc, il faut que les propositions répondent à des besoins existants. Je crois que tu as fini et qu'on peut faire une pause pour prendre des questions sur les thématiques de l'appel à projet ou avant sur d'autres questions.
Je ne vois pas des questions. Ça peut être Moi, j'avais à l'oral. peut-être une question, du coup, je me permets, j'en profite aussi pour poser des questions à moi. Concernant les thématiques des appels, on a vu par le passé certains, enfin, le fait qu'il y ait des thématiques un peu jumelées entre partenariats. Est-ce que dans les discussions qu'il y a pour les appels à venir après 2025, est-ce que c'est envisagé qu'il y ait des appels conjoints entre partenariats enfin, entre Water for All et d'autres partenariats cofinancés? On sait que ça a été le cas par le passé et je trouvais que c'était une démarche qui était intéressante aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé sans nous révéler de secrets, bien sûr, mais voilà, c'était la question. Alors, d'après les informations que nous avons reçues dernièrement, les montages d'appels à projets conjoints, c'est-à-dire entre partenariats, c'est pas du tout envisageable, pas pour l'instant. Il y a par contre d'autres instruments qu'on essaye de mettre en place, donc par exemple les Thematic Annual Programming, les TAP, et par exemple dans Water for All, dans quelques années, on va essayer de monter une TAP avec les partenariats Blue Economy. Donc ça, c'est aussi un programme, c'est un instrument qui peut intéresser également la communauté française. Donc éventuellement, on pourra aussi préparer une journée d'information sur cet instrument-là, parce que c'est pas évident. Mais pour l'instant, vraiment, tout ce qui est les appels à projets conjoints, c'est pas envisageable, au moins dans votre forum. C'est qu'on ne sait pas faire techniquement avec la Commission européenne. Même si on sait qu'il y a des coordinateurs d'autres partenariats qui souhaitent le faire, parce que comme vous voyez, il y a aussi les lancements d'appels, ça s'est fait quasiment en parallèle. Donc en même temps, nous avons par exemple l'appel de partenariat biodiversal, les partenariats DUT, notre appel. Donc on pourrait parfaitement mutualiser les efforts et monter des appels conjoints. Mais pour une question administrative de l'agence exécutive, a priori, c'est pas possible. Non, mais on va essayer de monter, comme tu dis, des actions, que ce soit des étapes ou des occasions de faire du networking quand c'est pertinent entre les projets. Merci beaucoup. Je vois Il y a 2 questions dans le chat, de ce que je vois. Alors, la première, c'est contribution à l'adoption des mesures, jusqu'où va cette contribution et sous quelle forme on peut impliquer les parties prenantes? Oui, donc au niveau européen, on parle énormément actuellement sur la question des co-design et co-implementation. Donc, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, il faut impliquer les parties prenantes déjà dès les montages de votre proposition pour qu'on voit clairement que les idées, que les projets que vous allez monter répondent vraiment à un besoin de la société ou des parties prenantes. Et aussi, une fois que vous aurez proposé une solution, il faudra démontrer qu'effectivement cette solution s'adaptait bien aux besoins des parties prenantes. Donc, je dirais qu'il faut les impliquer tout au long du projet et ça, c'est quelque chose qu'il faut décrire dans la proposition. C'est un point vraiment qui sera très bien évalué. Alors après, 2 autres questions. Je pense qu'on va avoir du mal à répondre, mais je te les lis, hein, Esther. Est-ce qu'un sujet portant sur la réduction de l'usage de l'eau dans le recyclage des plastiques est éligible dans le thème 1? Oui, à mon avis, oui, parce qu'on parle, par exemple, les plastiques sont un peu partout dans les milieux industriels. Donc, si vous voulez focaliser votre projet sur comment on peut réduire l'utilisation de l'eau pour faire le recyclage, à mon avis, oui, ça rentre parfaitement dans la thématique. Dans l'industrie de recyclage des plastiques, par exemple, oui. Est-ce que l'usage de l'eau usée traitée dans l'agriculture urbaine entre dans le scope? Agriculture urbaine. On a eu exactement cette question dans les séminaires internationaux. Dès qu'on touche des questions agriculture, c'est pas vraiment dans le scope de l'appel, même si c'est de l'agriculture urbaine. Vous aurez, à mon avis, un peu du mal à justifier pourquoi vous avez mis ces projets d'agriculture
vraiment dans notre appel Water for All. Donc, je ne vous conseille pas de monter un projet autour de cette question-là pour l'appel Water for All. Donc, peut-être mon conseil, c'est de regarder plutôt l'appel des DUT. De toute façon, si vous avez plus de questions par rapport à ça, vous pouvez nous contacter et on peut regarder ça éventuellement en coopération avec les équipes de Water for All. Mais a priori, ça ne rentrerait pas, vraiment. Et Une question plus générale, est-ce que les terrains peuvent être dans les pays du Sud? oui, on peut avoir des sites de démonstration, par exemple, dans les pays du Sud, dans les pays qui ne participent pas directement dans l'appel. Après, il faut avoir les financements pour pouvoir les faire. Mais vous pouvez faire vos démonstrations là où vous souhaitez les faire. Pas de problème. Pas de main levée non plus. Je vérifie s'il y a d'autres questions. Bon, de toute manière, s'il y a des questions, on peut y revenir un peu plus tard ou ça peut aussi être par mail et on vous donnera tous les coordonnées à la fin de la présentation. Et on va rentrer dans les modalités de participation pour les Français et des modalités plus générales de l'appel à projet. Une partie plus technique, on va dire. Donc, je vais passer vite fait. Donc, Esther vous a déjà présenté cet appel sur eau et économie circulaire. Il y a 35 agences de financement de 30 pays, et ainsi que la Commission européenne. Et le budget prévisionnel est de 35 millions d'euros. Vous avez l'échéancier de cet appel. Donc, la première étape avec une déposition des pré-propositions a lieu avec une date limite au 13 novembre. Donc, les pré-propositions sont des dossiers de 7 pages, si je me souviens bien. Après, les agences de financement travailleront à vérifier l'éligibilité et à la sélection à l'évaluation et la sélection des pré-propositions. Et la deuxième étape, la date limite sera au 29 avril 2025 avec le dépôt de pré-propositions complète de 16 pages. Donc, les agences de financement qui participent, donc vous avez la liste dans les documents, c'est Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande. Bon, je vais passer assez rapidement, pas tout vous lire. La nouveauté, c'est la Tunisie, par exemple, qui participe pour la première fois à cet appel. Par contre, la Roumanie vient de se retirer de l'appel. Ils n'ont plus de financement. Et on est encore en attente de la confirmation sur la participation ou non du Portugal. Donc, il faut que vous soyez très vigilants lorsque vous montez vos consortiums pour aller vérifier les pays qui participent et leurs règles nationales. Donc, tout ça, il y a des documents qui sont mis à jour de manière régulière sur le site de Water for All. Donc, allez vérifier ce qui s'est passé, s'il y a eu de nouveaux pays qui participent ou si, au contraire, il y en a qui se retirent. Mais a priori, je pense qu'à ce stade-là, c'est les seuls pays qui se sont retirés ou qui pourraient se retirer, Roumanie et Portugal. Donc, chaque agence de financement financera ses partenaires nationaux. Et donc, cet appel, comme l'année dernière, présente deux modalités. Donc, une modalité, on va dire, classique, qu'on appelle le Joint Transnational Call, le JTC, et une modalité qui est pour les coordinateurs, donc qui sont en début de carrière, qui ont obtenu leur doctorat depuis moins de 10 ans et qui peuvent soumettre à cette Early Career Researcher modalité, le CR. Un petit point de vigilance, c'est que toutes les agences ne soutiennent pas cette modalité ECR, qui est donc bien ciblée sur les coordinateurs.
Et pour l'ANR, on soutient les deux. Donc, si vous êtes coordinateur d'un projet avec l'ANR, vous pouvez soumettre comme vous souhaitez, soit au JTC, soit à l'ECR, aux deux modalités. Mais il vous faudra choisir entre les deux au moment du dépôt dès la première étape. Après, si vous êtes partenaire, peu importe, il faut que le coordinateur vérifie si son agence de financement national l'autorise à déposer en tant que jeune chercheur. Donc, lorsque vous déposez à l'une ou l'autre des deux modalités, cela ne change rien dans l'évaluation ni dans le classement des propositions. Et en fait, lors du classement final de la sélection des projets, les organismes qui participent à cette modalité pour les jeunes chercheurs donneront la priorité en cas d'ex-aequo aux propositions qui sont coordonnées par les jeunes chercheurs. Donc, ça donne juste un léger avantage en cas d'ex-aequo lors de la sélection. Cette slide aurait dû être avant, donc c'est pour vous relister les pays qui participent. Donc avec encore pour l'instant le Portugal qui n'est pas confirmé. Et vraiment, je vous invite à aller vérifier sur le site de Water for All les derniers documents pour vérifier s'il n'y a pas de nouveaux pays qui participent ou des retraits. Donc, la date limite pour la première étape pour le dépôt des propositions de cette page, c'est le 13 novembre. Donc, encore un mois et demi, c'est ça à peu près, de travail à 15 h, heure de Paris. Faites attention, le call secrétariat qui est géré par les Allemands à Pitiquier, lui, répond à toutes les questions, on va dire, plus générales. Et ils s'arrêteront de répondre à des questions à 12 h. Une autre chose, je vous invite à soumettre votre préposition pas à la dernière minute, à 15 h. En cas de problème technique, vous n'aurez donc plus le support du call secrétariat pour vous aider. Donc la deuxième date limite, après, si vous êtes sélectionné, invité à déposer une proposition complète, ce sera le 29 avril. Point de vigilance encore, c'est que toutes les agences de financement ne financent pas tous les thèmes. Il y a une annexe A où toutes les agences de financement sont listées et où il y a des points de vigilance sur est-ce que tous les thèmes sont financés ou pas. Par ailleurs, c'est aussi détaillé dans les National Regulations où chaque agence de financement détaille ses règles nationales, mais aussi, par exemple, s'il y a des restrictions au niveau des thèmes qui sont financés. Je ne les connais pas toutes. Je sais par exemple que UK a fait une restriction au niveau de ses thèmes. Il n'en soutiendra que 2 sur les 4 que vous a présenté Esther. Par contre, l'ANR soutient bien les 4 thèmes. Autre point de vigilance, certaines agences peuvent demander un dépôt au niveau national, que ce soit en étape 1 et ou en étape 2. Donc, faites attention à ça. Même si ils ne sont que partenaires, par exemple, d'un projet, potentiellement, il faut que ce partenaire-là dépose aussi sur sa plateforme nationale. L'ANR ne demande pas un dépôt supplémentaire dans cet appel. Les projets sont de 36 mois avec une date de début fin 2025, mais plus souvent au premier trimestre 2026. Et vos pré-propositions doivent se conformer aux critères d'éligibilité généraux de l'appel et ainsi qu'aux critères d'éligibilité nationaux. Les deux seront vérifiés par le pôle secrétariat et par les agences de financement. Donc, on va revenir en détail sur ces critères, à moins qu'il y ait des questions déjà à ce stade. Pourquoi pas? On pourra les prendre au fil de l'eau si besoin. Donc, dans les critères... on peut pas avoir ça. Dans les critères d'éligibilité généraux, il y a la composition du consortium qui doit inclure au moins 3 partenaires
éligibles et financés par les agences de financement de 3 pays différents participants à l'appel et dont au moins 2 sont partenaires de l'Union européenne ou des pays associés. Je vous ai remis le lien pour vérifier la liste de ces pays associés à Horizon Europe. Les partenaires qui ne sont pas éligibles à une agence de financement peuvent aussi participer sur fonds propres. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas plus de 1 partenaire sur fonds propres par consortium. Et l'ensemble des partenaires doit être au maximum de 7 partenaires. Après, il y a quelques petits cas particuliers donc où les partenaires de recherche sont aussi des partenaires qui participent au partenariat Water for All. Et dans ces cas-là, il faut vous référer à l'annexe B de l'appel à projet où tous les bénéficiaires de Water for All sont listés et où on dit si oui ou non ils peuvent participer à un appel à projet. Et dernier point, c'est que tous les partenaires doivent disposer d'un identifiant PIC, un Participant Identification Number, qui est lié à la Commission européenne. Et si tel n'est pas le cas, vous pouvez en créer un assez facilement. Donc, parmi encore les critères généraux d'éligibilité, le coordinateur scientifique doit appartenir à une entité éligible au financement par une agence de financement qui participe à l'appel. Le coordinateur ne peut participer qu'à une seule proposition déposée dans l'appel à projet. Et la charge de travail doit être répartie de manière équilibrée, c'est-à-dire qu'un partenaire ne doit pas fournir plus de 50% de l'effort en personnel de tout le consortium. Les documents, je vous reviendrai plus tard. Donc, les partenaires d'un consortium doivent respecter chacun les critères d'éligibilité nationale de son agence. Comme je vous l'ai dit, soit ça peut être les thèmes financés, soit ça peut être un budget maximum par partenaire ou par projet. Ça dépend des agences de financement. Et la participation ou non à la modalité pour les jeunes chercheurs ECR. Ces informations donc, nationales sont disponibles dans l'annexe A avec les points de contact pour chaque agence de financement et si oui ou non, ils soutiennent les modalités ECR et JTC et s'ils ont des restrictions au niveau des thématiques soutenues. Et enfin, il vous faut vous référer aussi au National and Regional Regulations. C'est aussi un document spécifique à vérifier. Maintenant, on va aller plus spécifiquement sur les critères d'éligibilité pour l'ANR. Donc l'ANR soutient à hauteur de 300 000 € par projet ou si le partenaire si le coordinateur est un partenaire français, l'enveloppe peut monter jusqu'à 400 000 €. Donc cette enveloppe, elle est pour l'ensemble des partenaires, enfin ces 2 enveloppes sont pour l'ensemble des partenaires français. C'est-à-dire que si vous êtes 2 partenaires français, ce sera 300 000 € à vous partager. Un point important, c'est que le consortium pour l'ANR des partenaires français doit au moins inclure un organisme de recherche public type EPA, EPIC, EPST, EPSC ou université. Enfin, il faut un organisme de recherche public pour les Français. La participation des entreprises n'est pas obligatoire. Cependant, si vous êtes un partenaire, s'il y a un partenaire de type société commerciale dans le consortium, mais qu'il n'y a pas de partenaire type société commerciale avec une succursale en France, dans ces cas-là, il faut absolument que vous
insériez dans le consortium une société commerciale ayant un établissement ou une succursale en France. Sinon, vous serez déclaré inéligible. Pour faire concret, on va dire que si vous êtes le CNRS, mais que vous travaillez avec un consortium et que vous êtes partenaire d'un projet dans lequel il y a une société commerciale, je dis au hasard, en Pologne, vous serez déclaré inéligible. Il faut qu'il y ait une société commerciale française dans ces cas-là. Donc, même si vous êtes partenaire d'un consortium, vraiment vérifiez la composition du consortium. Je sais que c'est le coordinateur qui va peut-être la vue d'ensemble, mais vous, en tant que partenaire français, il faut que vous vérifiez la composition totale du consortium et que vous regardiez si dans les autres pays, il n'y aurait pas une société commerciale qui participe. Et dans ces cas-là, il faut que vous insériez une société commerciale ayant un établissement, une succursale en France. Dernier point, la Russie et la Biélorussie, enfin, les partenaires qui pourraient venir de Russie ou de Biélorussie sont toujours exclus des projets. Une proposition donc, ne doit pas être semblable en tout ou en partie à une autre proposition qui est déposée à un appel qui est en cours à l'ANR. Typiquement, vous ne pouvez pas déposer le même projet qu'un projet qui aurait été déposé, qui sera en cours de dépôt à l'appel à projet générique de l'ANR. Et enfin, le document de référence pour toutes vos questions sur les coûts admissibles, ce sera le règlement financier de l'ANR que vous pouvez trouver en ligne, qui vous détaille les taux de financement, les différents coûts admissibles en fonction de si vous êtes un EPST, un EPIC qui travaille avec une société commerciale, etc. Et s'il y a des points qui ne sont pas clairs, je suis le point de contact pour toutes vos questions aussi sur les modalités d'attribution du financement de l'ANR. Donc, pour revenir donc, sur la page de l'appel à projet de Water for All, vous trouverez donc bien le détail dans le texte de l'appel à projet sur les thèmes et les sous-thèmes, sur les listes des pays et des organisations, des agences de financement qui participent et leurs points de contact, leurs règles financières, ainsi que s'ils soutiennent ou pas les différents thèmes. À terme, vous aurez le replay du webinaire international qui a eu lieu mercredi dernier. Il y a aussi un outil de déclaration d'intérêt pour faire comment on pourrait dire, du partnering tool. Si vous voulez participer à un projet, mais que vous ne trouvez pas d'autres partenaires, vous pouvez déclarer votre intérêt donc, sur cet outil de partenariat. Ou si au contraire, vous êtes un consortium et que vous cherchez un partenaire plutôt ciblé sur tel et tel projet ou sur telle et telle compétence, vous pouvez aussi déclarer que vous cherchez un partenaire. Et je vous ai mis le lien vers le site de dépôt des pré-propositions, qui est donc PT Outline, l'outil du call secrétariat qui est en Allemagne. Donc tout ça, ça vous est détaillé aussi sur le site de l'appel à projet, donc sur le site de Water for All. Pour toute question plus spécifique de l'ANR, donc vous pouvez aussi revoir les webinaires de l'ANR, les rendez-vous de l'ANR, où il y en a qui sont plus ciblés sur les accords de consortium, sur la propriété intellectuelle, sur le règlement financier, etc. Vous avez aussi donc le règlement financier de l'ANR. Donc ça, c'est le document de référence pour tout ce qui est coûts admissibles, taux de financement, etc. Il y a le site le portail commun des appels à projets, donc appel à projet de recherche.fr. Et je vous ai remis les points de contact donc, du secrétariat de l'appel à projet, donc nos collègues de Pitié qui est
pour toutes les questions liées, on va dire, plus générales. Et le point de contact, waterforall-calls.fr, où on vous répond pour tout ce qui est questions plus spécifiques françaises sur la composition de votre consortium français, la participation d'entreprise, le règlement financier, etc. Alors, je pense que... Nous avons déjà quelques questions. J'essaie de reprendre le chat pour les voir en direct. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'un CTI national qui a l'agrément ORTC de l'ANR est éligible sans nécessité d'inclure un EPA? Un centre technique industriel. C'est la première fois que j'ai ça. A priori, je dirais que sans EPA, EPIC, BST, je pense pas, parce qu'il faut un établissement public de recherche. Je vais quand même me renseigner et si besoin, vous m'envoyez un mail et je vous confirme ça, mais à mon avis, il faut travailler avec un EPA. Est-ce que les établissements EPS, écoles dans le commerce, ne sont pas éligibles? Je n'ai jamais une école de commerce. Pour moi, c'est pas dans ce que j'appellerais un établissement public de recherche. Donc, je pense que vous êtes éligible, même en tant que coordinateur, mais par contre, pareil, avec un établissement public de recherche. Bonjour, a-t-on eu une idée du taux de succès moyen pour les appels précédents? Alors, pour l'appel précédent, pour les deux appels précédents, on va dire qu'on a financé, premier appel, on a financé 27 projets sur, de mémoire, 160 qui avaient été déposés en étape 1. Donc, 30 sur 60, 20%. Et sur le deuxième, je pense qu'on va être de cet ordre de grandeur également. Je n'ai pas regardé s'il y avait des gens qui levaient la main, parce que vous pouvez aussi poser vos questions à l'oral, parce que nous sommes peu nombreux. Je ne vois pas d'autres questions. Alors attention, je travaille livre PMN, donc c'est un EPIC. Nous avons une action dans le traitement de l'eau, polluants émergents, microplastiques, expérimentation à l'échelle labo et semi-industrielle. Analyse de cycle de vie. Nous sommes partants pour discuter si vous cherchez un EPIC en tant que partenaire. Merci Aurélie. Surtout Aurélie, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais n'hésitez pas à vous mettre sur cet outil, à signaler que vous souhaitez participer, à mettre en effet des mots-clés de votre expertise. Ça peut intéresser soit des sociétés françaises qui vont aller faire les mêmes, faire aussi déclarer un intérêt pour cet appel, ou voir des partenaires aussi à l'étranger. À quel niveau peuvent être financés les partenaires industriels? Alors, les partenaires industriels, de mémoire, c'est de l'ordre à 30 à 40% des coûts. C'est pareil, c'est détaillé dans le règlement financier. Je ne me souviens plus du paragraphe, mais en fonction du type de recherche effectuée et surtout de la taille et du chiffre d'affaires de la société, il y a différents taux de financement. Après, si vous n'êtes pas sûr dans la catégorie à laquelle vous correspondez, vous pouvez me contacter donc à l'adresse mail que je vous ai donnée précédemment. Et en fonction du nombre de salariés et de votre chiffre d'affaires,
on peut vérifier le taux de financement. Connaît-on les drafts et des appels 2025 sur eau et santé? Non, Non. pas encore. Normalement, on va commencer à travailler sur les drafts vers les mois de mars-avril 2025 et on aura les pré-annonces disponibles vers la fin juin, Avant l'été, oui. juillet. Et Avant maintenant, l'été. on commencer à travailler. Tut, tut. Alors, sur la date d'obtention du doctorat, le partenariat a mis la date du 13 septembre 2014. Oui. OK. On a oublié de s'articuler avec le avec le call secrétariat sur cette information. Parce que nous, dans nos modalités françaises, en effet, on avait mis le 1er janvier 2014 pour que ce soit plus simple pour les scientifiques, pour savoir si oui ou non ils étaient éligibles. Je vais regarder ça et dans ces cas-là, je changerai, que ce soit cohérent pour tout le monde. Merci pour ce point de vigilance et on confirmera. Et si jamais vous êtes dans ce cas de figure où vous êtes un coordinateur français et que vous avez soutenu votre thèse entre le 1er janvier et le 13 septembre 2014, n'hésitez pas à me le dire que je vois si vous êtes éligible ou pas. Parce que c'est le call secrétariat qui vérifie ça. Donc, bien. Y a-t-il un budget maximum alloué par partenaire? Par partenaire, non. Dans la mesure où vous respectez ces 300 000 euros si vous êtes partenaire, ou 400 000 euros si vous êtes coordinateur français. Après, il y a aussi un minimum, c'est-à-dire qu'on ne verse pas en dessous de 15 000 euros. Donc, voilà. Ça ne peut pas être 10 000 pour un partenaire français et 290 000 pour l'autre. Quand est-ce que la présentation sera disponible sur le site? Là, on est vendredi, soyons honnêtes, début de semaine prochaine, ça sera disponible sur le site de l'ANR. Je vais le demander rapidement. Pour les présentations en replay, ça nécessite quand même un petit peu de travail, donc ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais la présentation en elle-même sera disponible début de semaine prochaine. Eh bien, merci à tous pour votre participation et surtout, n'hésitez pas à nous recontacter. Bon, je ne sais plus où était l'adresse de Water for All Calls. Il y en a deux. Ça va être à la fin. Voilà, les adresses clés pour toutes vos questions. Merci beaucoup pour votre présence ce matin et bon courage avec la préparation des propositions. Merci beaucoup Claire et Esther pour toutes ces infos. C'était très, très clair, je pense. Merci Laura pour la présentation du paysage. On t'envoie tous les documents dès qu'on les a. On va vous laisser vous déconnecter pour être sûr que pas de dernière question.
coup, Esther Eckhart. Bravo hein, pour la présentation. Je t'entends pas, Esther, je pense que tu es muted. C'est ma faute, j'avais muté. Bah merci Oui. pour la résolution technique, heureusement que tu étais là. C'était globalement la même chose que l'autre jour. L'autre jour, c'est qu'il fallait donner les droits aux attendees pour utiliser le chat. Et là, je pense qu'il n'y avait pas de chat du tout. Mais bref, on apprend à chaque webinaire, il y a quelque chose de nouveau. Donc, un jour. Alors, je sais pas comment tu as trouvé, parce que moi j'ai cherché un peu, mais c'est vrai que quand tu présentes Oui. les slides, c'est compliqué de chercher en même temps, quoi. Ah, ouais, c'est pas possible. Mais en tout cas, bravo, c'était très clair, j'ai trouvé. Comme chaque Espérons année. que ça soit pour eux. Et là, le coût de l'école de commerce et du centre technique industriel, difficile cette question-là. je vérifierai au pré-code, mais pour moi, ça, même si c'est pas un établissement de recherche, on fait de la recherche normalement. On n'a pas eu des questions sur la structure de consortium, parce que l'autre jour, il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Mais aujourd'hui, on ne les a pas eues.